Bonjour! Dans la vidéo précédente, j'ai montré que c'est le sarcomère qui a la plus petite structure fonctionnelle du muscle. Un muscle est composé de milliers de fibres. Une fibre est composée de plusieurs centaines de myofibrilles. Et chaque myofibrille se compose de milliers de sarcomères en série. Le sarcomère se compose de deux types de myofilaments. Les myofilaments épais de myosine et le myofilament fin d'actine. Voilà ici donc des myofilaments épais de myosine et les petits, les plus fins, ce sont des myofilaments d'actine. La jonction de l'actine se fait au niveau donc des stries Z. Dans ce sarcomère, donc, on distingue des disques sombres et des disques clairs. Au milieu de chaque disque clair, il y a la strie Z. Au milieu de chaque disque sombre, il y a la zone H. Ceci donc a été l'objet de ma vidéo précédente. Donc à partir de ce schéma, on peut dire que si le muscle se contracte ici, c'est parce que les fibres qui le constituent se contractent. Et c'est parce que les myofibrilles qui constituent la fibre se contractent. Et c'est parce que les sarcomères se contractent. Donc j'arrive à ce schéma. Si le sarcomère se contracte, c'est parce que donc ces myofilaments d'actine ou de myosine donc changent leur disposition pour produire cette contraction. Alors pour mieux comprendre la contraction des sarcomères, on va comparer le premier sarcomère en état de repos et c'est le deuxième sarcomère en état de contraction. C'est le même, il s'est relâché et là il est contracté. Alors on va essayer de comparer. Comparaison, la contraction du sarcomère est caractérisée par, alors regardez, ici une strie Z, ici une autre strie Z. Alors vous voyez lorsque le muscle se contracte que les deux stries Z se rapprochent l'une de l'autre. Ça veut dire qu'il y a raccourcissement du sarcomère. Regardez ici. C'est le disque clair. Disque clair. Alors là en bleu, c'est le disque sombre. Voilà. Et au milieu du disque sombre, c'est la zone H. Ici, c'est le même disque clair. Alors regardez en comparaison, donc on observe nettement que il y a raccourcissement de ce disque clair. Donc il y a variation, il y a diminution de l'épaisseur de ce disque clair. Voilà. Et regardons maintenant le disque sombre. Donc voilà. Si je compare ce disque sombre au disque sombre d'origine, c'est le même. Il n'y a pas de variation. Donc la longueur de ce disque sombre reste stable. Regardez. Regardez maintenant la zone H. Voici la zone H. C'est la bande claire au milieu du disque sombre. C'est la même ici. Mais regardez. Est-ce qu'il change? Oui. Eh bien, elle change. Donc il y a raccourcissement de la zone H. Je récapitule ici. Alors, la contraction du sarcomère est caractérisée par la diminution de la bande I, c'est-à-dire le disque clair, la diminution de la zone H, le raccourcissement du sarcomère, stabilité de la bande A. Voilà, je continue. Je vais comparer les deux schémas. Le premier schéma correspond à un sarcomère décontracté et le deuxième schéma correspond à un sarcomère contracté. Puisqu'on a raccourcissement des disques clairs ici et des zones H et stabilité des disques sombres, on peut dire que ce sont ces filaments d'actine ici qui glissent entre les filaments de myosine. Filaments d'actine sont les plus fins. Filaments de myosine, ce sont les myofilaments épais. Alors c'est le sens du mouvement
de la contraction ici. Alors regardez, les deux stries Z se rapprochent l'une de l'autre. La strise Z se rapproche de l'autre, la zone H se referme, alors que les myofilaments D et P de myosine n'ont pas changé. Alors que s'est-il passé? C'est que ces filaments d'actine ont glissé entre les filaments de myosine pour provoquer donc ce raccourcissement. Je récapitule. La contraction du sarcomère est due au glissement des filaments d'actine entre les filaments de myosine. Je peux donc poser la question suivante. Comment se fait le glissement du filament d'actine entre les filaments de myosine? Ça va nous conduire donc à chercher à reconnaître la structure moléculaire des myofilaments. Donc il faut décrire cette structure, puis chercher s'il y a d'éventuelles liaisons entre les myofilaments d'actine et les myofilaments de myosine. Je vous propose deux modèles représentant les deux myofilaments. On va essayer de décrire chaque modèle. Voilà donc les deux modèles. Modèle de myofilament d'actine à gauche, modèle de myofilament de myosine à droite. On va les décrire tous les deux. Commençons par le schéma de myofilament d'actine. Ici, on voit deux chaînes d'une protéine globulaire. Ce sont ces boules bleues. C'est la protéine d'actine proprement dite. Alors chacune de ces boules, c'est la protéine d'actine. Donc c'est une protéine globulaire. Cette protéine se forme de deux chaînes. Voilà la première chaîne, voilà la deuxième chaîne. Elles sont enroulées l'une autour de l'autre. Avec cette couleur orange, d'une autre protéine. Cette fois-ci, c'est une protéine qui s'appelle la tropomyosine, aussi enroulée autour des deux premières chaînes d'actine. Et on voit une autre protéine ici globulaire, aussi, avec cette couleur ici, rouge-orange, qui est fixée à la tropomyosine à des distances égales. Ça veut dire que le myofilament d'actine, normalement, il est constitué de trois protéines différentes. L'actine, la tropomyosine et la troponine. Voilà l'actine, voilà la tropomyosine, et voilà la troponine. Je passe maintenant au deuxième modèle, c'est les myofilaments de myosine. Il est constitué de plusieurs molécules de myosine. Ici, c'est le modèle d'une seule molécule de myosine. On voit deux chaînes aussi enroulées l'une sur l'autre. La molécule est constituée d'une queue, la voilà, on l'appelle aussi le bâtonnet, et d'une double tête. On dit aussi une tête bilobée. Alors là, c'est le bâtonnet. Là, c'est une tête de myosine, c'est une tête bilobée. Je récapitule. Le filament d'actine. Le filament d'actine est composé de deux chaînes de la protéine d'actine globulaire qui s'enroulent l'une autour de l'autre et deux chaînes d'une autre protéine, la tropomyosine, et une autre protéine appelée la troponine. Les filaments de myosine. Le filament de myosine est composé de plusieurs molécules de myosine. Chacune comporte un bâtonnet et deux têtes. On cherche maintenant à décrire la disposition de ces molécules au sein du sarcomère. Rappelez-vous, on essaye de comprendre le mécanisme de la contraction du sarcomère et les éléments qui interviennent. Pour cela, regardons ce schéma. La question c'est comment la strise Z supérieure de ce sarcomère ici se rapproche de cette strise Z en bas. Comment il y a raccourcissement de ce sarcomère? On suggère que cela peut revenir à ces têtes de myosine. Alors là, j'ai schématisé des têtes de myosine en face des filaments d'actine. Ici, c'est les filaments d'actine. Ici, c'est les têtes de myosine. Et là, ce sont les filaments de myosine. Voilà donc, ici, il y aura peut-être une relation entre les têtes de myosine et l'actine. Même chose ici.
les têtes de myosine se rapprochent des mi-filaments d'actine, on va chercher donc une éventuelle relation entre les deux. Alors, on va travailler sur quelques données expérimentales pour essayer donc d'éclaircir ce raccourcissement ou bien le mécanisme de ce raccourcissement du sarcomère. Les têtes de myosine sont intercalées entre les filaments d'actine, ce qui suggère un rôle de ces têtes dans la contraction. Je vais vous proposer 3 séries d'expériences. Je commence ici par la série d'expérience numéro 1. Il contient 3 expériences. Expérience numéro 1, puis numéro 2, puis numéro 3. Dans l'expérience numéro 1, on prend donc des myofibrilles, on leur ajoute des molécules d'ATP et puis des cations de calcium, Ca2+, et on observe la contraction des myofibrilles. Dans une deuxième expérience, la même, on ajoute à des myofibrilles des molécules d'ATP, puis des cations de calcium, puis une substance appelée le salergon. C'est un poison bloquant l'hydrolyse d'ATP. Et comme résultat, on observe qu'il n'y a pas de contraction de myofibrilles. Dans l'expérience numéro 3, on ajoute aux myofibrilles toujours des molécules d'ATP et de calcium. Et cette fois-ci, on ajoute une substance qui fixe le calcium, donc il bloque l'intervention du calcium. Et comme résultat, il n'y a pas de contraction des myofibrilles. Il est clair que d'après cette première série d'expériences, il y a un rôle très important joué par l'ATP et par le calcium. Si on les bloque, il n'y a plus de contraction. Donc, conclusion, le calcium Ca2+ et l'ATP sont deux facteurs nécessaires à la contraction musculaire. Je passe maintenant à la deuxième série d'expériences. Regardez, j'ai 4 expériences. Chaque fois, donc, je vais comparer le contenu utilisé dans l'expérience au départ, c'est-à-dire au début de l'expérience, puis après une durée. Puis je vais comparer l'émission de chaleur dans chaque expérience et l'évolution de la quantité d'ATP dans chaque expérience. Regardez, dans l'expérience numéro 1, on a pris des filaments, des myofilaments de myosine en présence d'ATP et de calcium au début de l'expérience. Après une durée, on a retrouvé les mêmes constituants, les mêmes composés. Toujours la myosine, toujours l'ATP, toujours le calcium. La chaleur n'a été produite que par une faible quantité, c'est très minime, c'est très faible, presque nulle, et l'ATP n'a pas évolué. Dans l'expérience 2, c'est la même expérience, seulement on a changé la myosine par l'actine. Les mêmes composés sont retrouvés après l'expérience, il n'y a pas d'émission de chaleur et l'évolution d'ATP ne varie pas, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de consommation d'ATP. Troisième expérience, donc on va regrouper les deux, en même temps l'actine et la myosine, avec toujours l'ATP et le calcium, qu'on sait que ce sont deux facteurs essentiels à la contraction. Après une durée, on arrive, donc on observe un changement, c'est qu'il y a apparition d'un composé appelé lactomyosine, avec une quantité d'ATP, une quantité de calcium et une nouvelle quantité d'ATP et PI. Devient-elle? Ça veut dire que l'ATP a subi une dégradation pour donner l'ADP et PI. Ici, la chaleur a été produite avec une quantité importante et l'ATP a évolué, il a diminué parce que une grande quantité d'ATP a été dégradée en ADP et PI, donc sa quantité a diminué. Expérience numéro 4, au lieu d'utiliser la myosine, on va utiliser seulement les têtes de myosine. Alors, on ajoute ces têtes de myosine avec l'actine, avec l'ATP et le calcium, et comme résultat, on a obtenu des complexes têtes de myosine et actine, avec toujours les mêmes résultats que l'expérience précédente. Une petite quantité d'ATP, une quantité de calcium, puis une petite quantité aussi d'ADP et PI. Ça veut dire qu'une quantité d'ATP a été dégradée en ADP et PI, une importante émission de chaleur et la quantité d'ATP qui a diminué. On cherche donc la conclusion.
Le muscle ne se contracte que s'il y a présence de l'actine et myosine en même temps. Ils vont former un complexe appelé actomyosine. Ici, ce complexe qui peut dégrader l'ATP en ADP et PI. Ce même résultat, on peut l'obtenir en utilisant seulement les têtes de myosine. Il y aura donc formation des complexes têtes de myosine et actine. Ça veut dire que cette fonction de la dégradation d'ATP qu'on appelle aussi fonction atépasique, elle est liée aux têtes de myosine et non pas aux bâtonnets ou bien aux queues de myosine. Donc, conclusion. La contraction musculaire nécessite la présence de deux protéines, actine et myosine, qui donnent un complexe. C'est l'actomyosine, capable d'hydrolyser l'ATP en ADP et PI, ce qui entraîne la libération de la chaleur. La propriété atépasique est liée aux têtes de myosine. Ces complexes se forment grâce à des ponts actomyosiques. Les ponts actomyosiques, ce sont donc des liaisons qui se constituent entre les têtes de myosine et le myofilament d'actine. Je passe à la troisième série d'expériences. Voici ici un sarcomère entouré par un réticulum sarcoplasmique, on appelle ça donc en bleu, le réticulum sarcoplasmique. On reconnaît ici les myofilaments de myosine avec leur tête, alors que ici en rouge, les myofilaments d'actine. Alors, au cours de cette expérience, on a injection des ions Ca2+ dans le hyaloplasme d'une fibre musculaire, on obtient la contraction des myofibrilles. Deuxième expérience, on injecte des ions Ca2+, radioactifs cette fois-ci, dans le hyaloplasme d'une fibre musculaire. On observe au repos que la radioactivité est concentrée dans le réticulum sarcoplasmique, alors qu'au cours de la contraction, la radioactivité apparaît dans le hyaloplasme au niveau des myofibrilles. Qui dit radioactivité ici dit calcium, parce qu'on a utilisé un calcium radioactif. Voilà ici en bleu, c'est le réticulum sarcoplasmique. Ici, c'est les myofilaments d'actine. Et là, c'est les myofilaments de myosine. Maintenant, première étape d'expérience, lorsqu'on a injecté le calcium radioactif, regardez au repos. Voilà, ces points rouges constituent la radioactivité au repos. Donc, il se trouve seulement au niveau du réticulum sarcoplasmique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au repos, le calcium est stocké au niveau du réticulum sarcoplasmique. C'est d'ailleurs le rôle principal de ce réticulum sarcoplasmique qui entoure les myofibrilles. C'est une réserve de calcium. Maintenant, lorsque le muscle s'est contracté, le réticulum sarcoplasmique va donc expulser, libérer le calcium vers les sarcomères. C'est ces points verts. C'est le calcium qui est libéré. Récapitulant, les ions Ca2+ sont emmagasinés dans le réticulum sarcoplasmique au repos. La stimulation entraîne la sortie des cations Ca2+ vers le hyaloplasme où ils se fixent aux myofibrilles qui se contractent. Maintenant qu'on connaît tous les acteurs qui interviennent lors de cette contraction du sarcomère, toutes les protéines, le calcium, l'ATP, on cherche maintenant à mettre un peu d'ordre dans tout ça pour répondre à la question déjà posée. Comment le sarcomère se contracte-t-il? Voilà donc je vais schématiser les étapes de la contraction du sarcomère. Voilà ici, avec ce bâtonnet bleu, je vais schématiser l'actine. L'actine contient ce site, on l'appelle le site de fixation de la tête de myosine. À côté, avec une épaisseur plus épaisse, je schématise la myosine.
Et on sait que la myosine contient un bâtonnet et contient aussi une tête. Voilà la tête de myosine. Le bâtonnet, la tête de myosine. Donc la situation de départ, les filaments d'actine et les filaments de myosine sont séparés, il n'y a pas de liaison entre eux. Au niveau de la tête de myosine, on a donc ces 3 ou bien ces 4 points verts, un plus grand, 3 plus petits. Ils symbolisent la molécule d'ATP. Elle est déjà hydrolysée en ADP plus PI. Voici la partie gauche, c'est l'ADP. Et ce point vert, c'est le PI. C'est l'ATP dégradé en ADP plus PI. Le site de fixation de tête de myosine, elle n'est pas libre. Elle est ici empêchée par ce trait rouge qui symbolise la tropomyosine. Et la tropomyosine contient ce symbole jaune qui est la troponine. Voilà, c'est la troponine. C'est l'état de repos. Tant que le site de fixation des têtes de myosine sur l'actine ici est fermé, la myosine ne peut se relier à l'actine, il n'y aurait pas de contraction musculaire. Regardons maintenant que va-t-il se passer. Donc le facteur principal ici, c'est le calcium. Il va venir, donc je refais ici les mêmes bâtonnets d'actine, les mêmes myofilaments d'actine. Le calcium va se fixer sur la troponine et la troponine va activer la tropomyosine. Celle-ci va changer donc sa position initiale. Regardez avec cette flèche, ça veut dire qu'il y a changement de la disposition spatiale de cette protéine, ce qui permet quoi, ou bien ce qui permet quoi, la libération de ce site de fixation. Il devient libre. Une fois le site de fixation devient libre, ça va donc permettre la fixation de la tête de myosine sur l'actine. Toujours, la tête de myosine contient l'ADP plus PI. Voilà donc le reste de la molécule de myosine, le bâtonnet. C'est l'étape de fixation, c'est-à-dire fixation des têtes de myosine sur l'actine. Que va-t-il se passer dans la troisième étape? Toujours ici l'actine, toujours la myosine, pardon, toujours la tropomyosine qui est dégagée de sa position initiale. Ici, bâtonnet de myosine, tête de myosine. Alors, regardez, il y a donc des parts de la molécule d'ATP et de PI qui ont laissé donc leur site libre. Ce départ va permettre la production d'une quantité d'énergie. Cette énergie a permis donc le pivotement de cette tête de myosine vers le bas. Et puisqu'il est fixé à l'actine, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc tirer l'actine vers le bas. Dans ce sens, c'est l'étape de contraction. C'est à ce niveau qu'il y a conversion de l'énergie chimique ATP en énergie mécanique qui est la contraction. Je passe à la quatrième étape, toujours l'actine ici, toujours le site de fixation de myosine, la troponine qui fixe toujours le calcium. Une nouvelle molécule d'ATP viendra pour occuper le site vide sur la tête de myosine. Regardez, voilà, il occupe son site sur la tête de myosine. À ce moment, exactement, il y aura rupture des liaisons qui reliaient entre la tête de myosine et le site de fixation. Rappelez-vous, on a appelé ces liaisons des ponts actomyosiques. Le reste de la molécule de myosine, je vais appeler cette étape le relâchement. Il n'y aura plus donc, il n'y a plus de fixation, il n'y a plus de liaison entre les molécules de myosine d'une part et la molécule d'actine de l'autre part. Alors que se passera-t-il donc après? Tous les éléments vont revenir à leur état initial du repos.
La tropomyosine viendra de nouveau pour fermer le site de fixation. Le calcium en vert va rejoindre son réticulum sarcoplasmique et la tête de myosine va reprendre son angle initial. Regardez, c'est presque 90 degrés. Alors que là, c'est presque 45 degrés. Donc, elle va revenir à son état initial, mais il vous faut de l'énergie. Alors, d'où vient cette énergie? C'est que cette molécule d'ATP va être hydrolysée partiellement en ADP plus PI. Et l'énergie qui va être donc libérée va permettre le retour de la tête de myosine à son état initial. Récapitulons. Au départ, au repos, les sites de fixation des têtes de myosine sur l'actine sont masqués par la tropomyosine. L'arrivée des ions Ca2+, et leur fixation sur la troponine permet la libération de ces sites et la formation des ponts actomyosiques. Étape 1. Absence des ions Ca2+, l'actine et la myosine sont détachés. Les sites de fixation d'actine sont masqués. C'est l'étape de repos. La tête de myosine fixe une molécule d'ATP hydrolysée partiellement en ADP et PI. Étape 2. L'arrivée de calcium Ca2+, permet la libération des sites de fixation, puis formation du complexe actomyosine par des ponts actomyosiniques. C'est l'étape de fixation. Étape 3. Départ de l'ADP-PI, libération d'une énergie qui permet de faire pivoter les têtes de myosine, ce qui entraîne le glissement des filaments d'actine. C'est la contraction. Il y a donc à ce niveau conversion d'énergie. L'énergie chimique ATP est convertie en énergie mécanique et énergie thermique. Étape 4. L'arrivée d'une nouvelle molécule d'ATP qui se fixe sur son site au niveau de la tête de myosine, ce qui provoque le détachement de l'actine et myosine. C'est l'étape de relâchement, puis retour à l'état initial au repos. L'hydrolyse de l'ATP en ADP-PI donne une quantité d'énergie qui permet le retour des têtes de myosine à leur état initial. Le calcium libéré retourne au réticulum sarcoplasmique. C'est la récupération, c'est donc le retour à l'état initial de repos. La succession de ces étapes constitue un cycle. C'est le cycle de la contraction musculaire ou cycle de l'actomyosine, puisque ce sont les deux principaux acteurs de cette contraction. Voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo. Je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo qui sera consacrée aux différentes voies de régénération d'ATP dans le muscle.